Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Fin de l'aventure européenne pour l'AS Monaco. Malgré leur match nul hier face à Benfica, les Rouges et Blancs n'ont pas réussi à renverser la tendance et sont éliminés de la Ligue des Champions. Nous reviendrons sur ce match dans quelques instants. La Formule 1 fait son show. La nouvelle saison de F1 a été lancée hier soir à Londres lors d'un événement spectaculaire. La discipline connaît un regain de popularité depuis l'arrivée de Liberty Media. Comment cette entreprise américaine a su séduire des spectateurs jusqu'alors occasionnels? Jérémy Gauthier, consultant en communication et créateur de contenu F1, nous éclairera à ce sujet. L'un est champion du monde de para-aviron, l'autre s'est fixé pour objectif de battre le record de Monaco de semi-marathon. Vous découvrirez ce soir les portraits de Franck Oberdorf et Nicolas D'Angelo. Géocaliser son enfant est devenu une pratique de plus en plus courante et qui rassure les parents. Est-ce réellement une bonne idée? Et comment ne pas basculer vers l'espionnage? Yann Brunat, maître de conférence en sociologie qui a étudié ce sujet, sera notre invité ce soir. Le match nul 3 buts partout face à Benfica n'aura pas suffi. L'AS Monaco a été éliminé hier soir de la Ligue des Champions aux portes des huitièmes de finale. Gaëtan Lebrun était au stade de la Lousse hier pour assister à cette rencontre et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AS Monaco peut nourrir beaucoup de regrets. L'AS Monaco FC est passé si proche de l'exploit hier au stade de la Lousse de Lisbonne. Rapidement mené au score à la suite d'une perte de balle regrettable dans leurs 30 mètres, les Monégasques ne se sont pas démoralisés et ont réussi à égaliser avant la mi-temps par le biais de Takumi Minamino, avant même de prendre l'avantage grâce à Ben Seguir sur un bon travail de Bril Mbolo. Les Monégasques auront mené 2 fois au score, à 2-1 puis à 3-2, avant d'être rattrapés en fin de match sur une nouvelle perte de balle, synonyme d'élimination. Cet échec laisse un goût amer aux Monégasques qui ont cru jusqu'au bout, malgré la défaite au match aller. On a perdu à domicile. Parce que je peux dire que si on avait gagné à domicile, aujourd'hui, ça aurait été une qualification directement, parce qu'un match nul ici, ça suffisait. Maintenant, on va apprendre de tout ça, parce que c'est pas le moment de pointer qui que ce soit, parce que voilà, on s'est battu. Tout le monde s'est battu, tout le monde avait cette envie. Et on avait cette grinta, tout le monde a vu que voilà, on voulait vraiment empocher cette qualification. Et c'est vraiment dommage, surtout pour nos supporters qui sont venus aujourd'hui, tout nombreux pour nous pousser, qui nous ont donné de la force. Et, on ne peut que dire désolé de ne pas pouvoir prendre cette qualification, parce qu'il y avait vraiment de la place. Je pense que la meilleure équipe aujourd'hui, je peux dire que ça a été l'AS Monaco, mais bon, ça n'a pas suffi. La saison n'est pas finie pour autant pour les Monégasques, toujours en lice en Coupe de France et dans la course à la Ligue des Champions en Ligue 1, où ils comptent bien viser le podium. On a fait des belles choses. Maintenant, on a fait aussi un beau parcours, même si on aurait pu mieux faire, bien évidemment. Maintenant, il nous reste cette fin de saison en Ligue 1 et il va falloir faire ce qu'il faut. Si on veut vraiment l'année prochaine jouer cette Ligue des Champions, il va falloir sortir des performances comme ça en Ligue 1 et repartir à nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine. Pas de repos pour Adi Hütter et ses hommes qui enchaîneront dès samedi face à Lille en Ligue 1. Le reste de l'actualité sportive, c'est le lancement de la nouvelle saison de Formule 1. À un peu moins d'un mois du premier Grand Prix, les 20 pilotes des 10 écuries ont été présentés à Londres lors d'un événement unique. En marge de cela, la commission de la Formule 1 s'est réunie dans la capitale pour aborder différents sujets, dont le Grand Prix de Monaco. Pour apporter plus de suspense et plus de piment à l'épreuve, il pourrait subir quelques changements. La F1 envisage en effet de contraindre les équipes à réaliser davantage d'arrêts au stand. Cette idée doit maintenant être discutée dans les semaines à venir. Elle s'inscrit aussi dans l'esprit que Liberty Media a souhaité insuffler depuis quelques années déjà, en mettant en place une stratégie marketing numérique colossale pour partir à la conquête d'un public global. Pour décrypter cela, nous avons contacté Jérémy Gauthier. Il est consultant en communication et également connu sous le nom de Monsieur Loop sur YouTube. Bonsoir Jérémy Gauthier. Bonsoir. Pour la 75e saison de son histoire, on peut dire que la Formule 1 a vu les choses en grand. Au-delà d'une présentation de saison, c'était un véritable spectacle hier à Londres.
Ah oui, oui, c'était absolument magnifique et c'était surtout inédit, hein. C'était surtout inédit, il faut quand même le rappeler, puisque dans son histoire, la Formule 1 n'avait jamais vraiment connu de présentation à la fois centralisée et uniforme comme ça sur un show qui s'est tenu pendant à peu près 2 heures. Donc oui, c'était plein de surprises, un beau défilé, un spectacle bien huilé, comme la Formule 1 sait nous offrir depuis quelques années déjà, depuis la reprise par ce nouveau repreneur qui est Liberty Media. Pourquoi ce choix d'ailleurs? C'est une manière d'occuper le terrain médiatique, de mesurer aussi la popularité de la Formule 1? Ah oui, oui, absolument, absolument. Il faut quand même rappeler que la Formule 1 est britannique dans son essence. Donc, un premier show tel que celui-ci qui se tient à Londres, ça fait sens. Mais en même temps, ce type de show s'inscrit parfaitement dans ce que Liberty Media a essayé de mettre en place depuis 6 ou 7 ans, c'est-à-dire la mise en place d'un storytelling, c'est-à-dire la mise en place d'une starification des pilotes, essayer de les montrer d'en montrer un visage peut-être un petit peu plus accessible et à la fois un petit peu plus imposant pour justement permettre de raconter une histoire qui intéresse plus les fans et qui surtout essaie de séduire de nouveaux fans qui potentiellement pourraient entrer dans la catégorie reine du sport automobile en regardant les courses le dimanche après-midi. Oui, Liberty Media a massivement investi dans le marketing numérique pour cela. Ah, absolument, absolument. Il faut savoir que Liberty Media a repris la Formule 1 donc en 2017 je dirais qu'il y a eu plusieurs pans qui ont permis au produit F1 de se revitaliser parce qu'il faut quand même comprendre que avant Liberty Media, c'était l'ère Bernie Ecclestone, donc l'ancien grand argentier de la Formule 1 qui possédait la Formule 1 avec CVC Capital Partners et qui était un produit qui était à la fois très riche d'un point de vue financier, puisque c'était un championnat du monde de Formule 1 qui s'était globalisé, qui s'était mondialisé, qui avait conquis des marchés asiatiques, mais qui, paradoxalement, avait perdu pied un petit peu avec son audience, pour tout un tas de raisons. Et donc, une de ces raisons-là, c'était le manque de marketing, puisque Bernie Ecclestone voulait un sport qui était très feutré, très exclusif, avec une communication du coup très, 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 très fermée. Et Liberty Media a voulu prendre le pari inverse, c'est-à-dire revitaliser le produit Formule 1 en adoptant plusieurs stratégies de communication. La première, c'était de créer de gagner le véritable manque qui était l'absence de la Formule 1 sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Donc, Formula One est devenue beaucoup plus active sur X, sur Instagram, sur TikTok, désormais sur YouTube, en proposant des contenus divers et variés, plus accessibles, montrant un petit peu plus au public l'envers du décor de la Formule 1. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est l'essor de l'e-sports. Donc, ces compétitions de Formule 1 qui se jouent dans un simulateur sur console avec des jeunes qui ont participé et tout ça a été alimenté par des jeunes pilotes qu'on a actuellement sur la grille comme Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly et compagnie. Et puis le troisième pan, évidemment, la grande percée, ça a été la série Netflix, la fameuse série Netflix qui est sortie à partir de 2019 et qui a vraiment montré la Formule 1 sous un jour particulier parce que faut savoir que la F1 c'est un sport élitiste et que en tant que sport élitiste, elle est difficilement accessible pour le commun des mortels. Donc quoi de mieux que cette série Netflix pour montrer l'envers du décor de la Formule 1 en évoquant des choses qui peuvent parler aux gens, tout un chacun, comme des rapports hiérarchiques, comme des rivalités, comme des histoires humaines. Et c'est comme ça qu'à partir de 2019, de plus en plus de gens se sont convertis sont partis de Netflix pour regarder les Grands Prix le dimanche après-midi sur leur canapé devant leur téléviseur. Oui, Liberty Media a finalement réussi à démocratiser la Formule 1. Oui. Est-ce que, in fine, la F1 pourrait devenir le sport le plus populaire au monde? Hmm. Ça, j'en doute. J'en doute quand même parce que il y a un aspect, il me semble, très culturel à la base et de praticité d'une certaine manière. La Formule 1 reste quand même soumise à une industrie automobile et technologique. Euh, pour savoir, je pense, apprécier la Formule 1, c'est plus naturel, c'est plus facile d'appartenir à une culture ou à un pays qui est soutenu par une industrie automobile très forte, qui a produit une culture automobile, puis une culture du sport automobile. Derrière, pour des pays qui n'ont pas justement cette culture-là, le marketing va pouvoir faire le travail à la place. Mais si on compare par exemple au football ou aux disciplines qu'on peut voir dans les Jeux Olympiques, pour beaucoup de ces disciplines, c'est très facile de les pratiquer. Pour jouer au football, bon, il suffit de réunir évidemment une équipe, mais vous n'avez pas besoin d'un terrain en bonne et due forme avec une pelouse absolument parfaite pour jouer à un match de football.
pour jouer à la Formule 1 ou au karting, il faut quand même beaucoup plus de matériel. Il faut une piste, il faut de l'essence, il faut des pneus, il faut une certaine mécanique. Donc tout ça rend la pratique de la Formule 1 peut-être un petit peu plus difficile et donc sa démocratisation par essence un petit peu plus compliquée. La Formule 1 est devenue très populaire. Je doute quand même qu'elle devienne le sport le plus populaire à terme. Je pense que les disciplines olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques, plus les compétitions footballistiques internationales seront toujours plus populaires, à mon sens. Merci beaucoup, Jérémy Gauthier, d'avoir décrypté avec nous ce regain de popularité autour de la Formule 1, grâce notamment à une très belle stratégie marketing de Liberty Media. Merci à vous. Merci à vous. Faisons plus ample connaissance à présent avec Nicolas D'Angelo. Cet athlète monégasque a représenté la principauté en cyclisme, notamment aux Jeux méditerranéens de Mersin en 2013, avant de se diriger vers la course à pied. Auteur de plusieurs records de Monaco, il s'attaque prochainement à celui du semi-marathon, détenu par Antoine Berlin depuis 2009. Frédéric Elion l'a suivi dans sa préparation. Le 18 février 2024, Nicolas D'Angelo améliorait son propre record de Monaco du marathon à Séville, en Espagne, en 2 h 30 minutes et 8 secondes. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, l'ancien cycliste de haut niveau, qui avait notamment participé au championnat du monde junior sur route à Valkenburg en 2012, se lance un nouveau défi tout près de chez lui. Dimanche prochain, je participerai au semi-marathon de Cannes, où effectivement il y a peut-être la possibilité de prendre le record national qui est détenu depuis 16 ans par Antoine Berlin en 1:08:57. Ça va être très dur, le parcours s'y prête, c'est tout plat, c'est 2 allers-retours sur la croisette. Voilà, après ce qui va être très déterminant, c'est le fait d'avoir un pack avec moi, des coureurs, parce que voilà, à ces allures-là, à 19 km/h, il y a quand même l'aspiration qui peut rentrer en compte. Voilà, c'est 2-3%, mais qui peuvent être primordiaux dans l'optique de la performance. Pour atteindre cet objectif, Nicolas met toutes les chances de son côté avec une préparation minutieuse où il varie au maximum les allures et accumule les kilomètres avec 120 bornes en moyenne par semaine. La vraie prépa a débuté début décembre. Voilà, en amont, je cours quand même quasiment quotidiennement. Mais à partir de décembre, on a commencé à mettre en place avec mon entraîneur des vraies séances spécifiques avec des intervalles, des rappels d'allure à des allures plus importantes que le semi-marathon pour mettre de la vitesse. Donc voilà, depuis 2 mois, on va dire, c'est vraiment sérieux. Malade juste avant la prom classique en janvier, Nicolas D'Angelo avait bouclé le parcours niçois en 32 minutes, tout rond. Mais c'est un autre chrono qu'il souhaite faire tomber sur une autre distance, les 1 h 8 minutes et 57 secondes de son ami Antoine Berlin. Et nous suivrons de près la performance de Nicolas D'Angelo au semi-marathon de Cannes ce dimanche. Fabien Bonilla est allé lui à la rencontre d'un champion du monde indoor de para-aviron. Il s'appelle Frank Oberdorf et est maître dans sa discipline. Tout juste sacré sur 500 mètres, il convoite un autre titre ce week-end pour compléter son palmarès déjà bien rempli. Regardez. Il est dans un fauteuil depuis 11 ans suite à plusieurs blessures sportives et au final une chute dans un escalier. Frank Oberdorf, déjà très sportif auparavant, a décidé il y a moins de 2 ans de pousser la porte de la Société nautique de Monaco pour faire de l'aviron. Frank est arrivé tout simplement au club avec de vraies envies et notre rôle ici, c'est de donner les moyens et la réussite qu'il avait besoin. Il avait besoin d'avoir un bon soutien et donc il arrive avec beaucoup de qualité. Qualité bien sûr psychologique, physique, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Je faisais plusieurs sports avant, donc j'ai commencé par le basket, après le hand. Il y a eu le triathlon aussi, et là, en discutant avec un copain, on s'est dit bah, tiens, pourquoi pas l'aviron. Et il m'a dit bah, y a un club à Monaco qui a une belle histoire avec des gens en situation de handicap. On les contacte et on verra bien. Donc j'ai envoyé le mail. J'ai été très bien accueilli par Bernard Fasanelli, qui est le premier rameur monégasque en situation de handicap. Et puis bon, voilà, après je suis venu, je suis resté. Depuis, Franck est employé au secrétariat de la Société nautique et quotidiennement, il pratique l'aviron en mer, en lac ou en salle, avec ce que l'on appelle un rameur, ou plus exactement un ergot. Vous avez peut-être entendu cette expression, il a des bras qui font la taille de mes cuisses. Eh bien, cette phrase s'adapte parfaitement à Frank Oberdorf.
J'aime bien l'ergo, j'aime bien le sport en salle, voilà, où on exploite vraiment mes capacités physiques face à la machine. Mais après, d'être sur l'eau, d'être complètement en liberté, de poser le fauteuil, de s'en éloigner un petit peu et puis de pouvoir ramer, d'être un petit peu au calme. Sauf quand on a les coachs qui tournent autour avec les bateaux, mais sinon, après, on est bien, on est au calme. Voilà, ça, c'est vraiment très, très plaisant. Franck Oberdorf ne s'arrête pas à la pratique en loisir, il fait de la compétition et en moins de 2 ans, il a déjà obtenu de très beaux résultats. Bon, déjà, il y a 15 jours, il y avait les championnats de France donc indoor, où j'ai gagné 3 titres, donc 2 en individuel et 1 en équipe en handi valide. Donc j'ai renouvelé les 2 titres de l'année dernière. Et là, c'était les championnats du monde en indoor sur la distance du 500 mètres. Donc où j'ai gagné, j'ai remporté le titre. En même temps, j'ai fait le record du monde. Et le week-end qui arrive, on va avoir la même chose, mais sur 2000 mètres maintenant. Donc nouvelle compétition, et puis on verra ce que ça donne. En résumé, son palmarès, champion de France, champion du monde, recordman du monde dans la catégorie de handicap PR1, autrement dit la plus lourde. Le prochain rendez-vous, il vient de le dire, ce week-end avec un titre à la clé sur cette machine, sur une distance de 2 km. Tous les concurrents seront chacun dans une salle à travers le monde et s'affronteront en live. Vous pouvez aller supporter Franck Oberdorf ce dimanche à partir de 18h à la Société Nautique de Monaco pour vivre avec lui ces championnats du monde. Et nous y serons. Avez-vous déjà tenté de localiser un objet perdu grâce aux différentes possibilités connectées qui s'offrent à vous? La géolocalisation peut s'avérer être très utile. Les accessoires proposés dans le commerce se déclinent pour tous les emplois et sauvent les plus têtes en l'air. Faites-vous partie de cette population? Et quel usage en faites-vous? Sarah Villemain est allée à votre rencontre pour le savoir. Je l'utilise pour ma fille, elle a Family Link, pour la géolocaliser en ville, ouais. Quand elle fait ses trajets entre l'école et le domicile ou entre le domicile et puis ses activités, quoi. Ça me permet de savoir où elle est, ça me sécurise. J'ai plusieurs appareils électroniques, le téléphone, les tablettes, les écouteurs, tout ça. Et bon, j'ai un téléphone Apple, donc j'ai la géolocalisation Apple pour savoir où sont mes appareils en temps réel. Pour éviter de les perdre, parce que je suis un peu tête en l'air. Et voilà, vu que je bouge souvent, je sais au moins si j'oublie quelque chose ou quoi, je sais où ils sont. Ça pourrait être très utile, surtout dû au fait que je suis assez tête en l'air, donc j'ai tendance à oublier mes objets, mais c'est vrai que j'y pense pas forcément à les mettre en place. On y pense souvent que lorsqu'on en a besoin, donc c'est déjà souvent trop tard. Mais en ce qui me concerne, non, pas nécessairement. C'est sûr que c'est important, puisqu'en cas d'enlèvement, comme il y a pu avoir récemment, ça peut servir. Maintenant, peut-être que oui, dans le cas où on peut gérer les confidentialités, ça peut être intéressant, mais je reste mitigée, on va dire. Téléphone, écouteurs, bagages, n'importe quel objet équipé d'un traceur ou connecté peut être géolocalisé. Et cette tendance touche également les enfants. Pour se rassurer, les parents n'hésitent pas à suivre les trajets, les positions pour ne plus perdre leurs enfants de vue. Une famille sur 3 a déjà eu recours à ce type de surveillance en France. Peut-être en faites-vous d'ailleurs partie. Yann Brunat a enquêté sur cette pratique qui soulève un enjeu sécuritaire, mais qui peut également basculer vers l'espionnage. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Yann Brunat. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sociologie. Vous avez travaillé sur ce thème de la géolocalisation des enfants. Est-ce que l'on peut dire que c'est une nouvelle forme de surveillance parentale ? Alors, nouvelle forme, oui, sans doute. Après, c'est une forme de surveillance qui, effectivement, va s'ajouter à d'autres formes, à d'autres modalités surveillentielles dans un contexte numérique qui en est très chargé. C'est-à-dire que parmi les formes de surveillance parentale, on peut avoir la consultation d'un historique Internet, par exemple, la vérification des activités et des pratiques numériques des enfants, ne serait-ce qu'en passant derrière eux pour vérifier si elles correspondent bien aux référentiels parentaux, par exemple, ou encore des applications, des outils, des petits logiciels qui vont permettre de faire alors ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire de vérifier à distance si les enfants ont installé telle ou telle application ou autre. Voilà, donc la géolocalisation s'inscrit dans ce cadre. C'est une technologie de surveillance, certes, pas d'espionnage nécessairement, de surveillance. On verra, la distinction est importante. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des technologies surveillentielles. Mais quelle est la motivation première des parents ? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une curiosité excessive ni une volonté d'envahir la vie privée des enfants qui est ici en jeu. Alors, je vous parle d'une technologie qui
j'ai des chiffres pour la France métropolitaine, en tout cas, concernent à peu près 40% des parents, à peu près 40% des parents déclarent géolocaliser leurs enfants, selon une enquête Ipsos de 2022. Et bon, il se trouve que cette technologie relève de plusieurs formes de motivation, notamment la principale, bien sûr, c'est une volonté de se rassurer soi-même, donc une volonté de réassurance parentale, mais de rassurer aussi ses enfants, notamment vis-à-vis des dangers, des incertitudes que représente l'espace urbain aujourd'hui. Oui, parce que les faits divers, l'actualité ont amplifié ce phénomène, j'imagine. Oui, alors on peut le dire effectivement, notamment à travers les drames récents qui se sont déroulés en France, mais pas uniquement. Et je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2016, et en 2016, donc à la suite des attentats donc de Nice, hein, la voiture bélier, j'ai justement un parent qui m'a dit, voyez, l'actualité me donne raison. Et je pense que c'est un verbatim, un court extrait d'entretien qui est lourd de sens, parce que oui, en 2025, en début 2025, on peut également dire, voyez, l'actualité me donne raison, mais raison de quoi? Et c'est là que c'est intéressant de prendre de la distance. Oui, les options de géolocalisation sont nombreuses. On peut citer par exemple les montres connectées, les smartphones, les porte-clés également. Oui, on assiste à une multiplication des dispositifs qui permettent effectivement la géolocalisation. Et vous voyez, c'est une problématique complexe parce que les adolescents eux-mêmes, beaucoup que j'ai pu interroger, se géolocalisent entre eux également. Oui, ça ne touche pas que la surveillance par enfant. Au sein d'une surveillance conjugale, il y a également de la géolocalisation, dans les relations sentimentales notamment, dans les relations de très forte amitié, et des individus eux-mêmes souhaitent être géolocalisés, émettent ce souhait. Alors dans le cadre de la surveillance par enfant, j'ai un exemple d'une jeune fille qui a déclaré, qui avait, je crois, 12 ou 13 ans, et qui a dit, voilà, je marchais une fois en ville et un individu m'a pris par l'épaule, et ma mère m'a expliqué que c'était un faux aveugle, que c'était sans doute plutôt un pervers, et depuis ce jour, elle met la géolocalisation, et ça me rassure. Donc il y a une intériorisation de la part de certains enfants, notamment des jeunes filles, que la géolocalisation rassure, et cette intériorisation se retrouve un petit peu plus tard en matière des âges de la vie, puisque on est à peu près à deux tiers des jeunes femmes. Alors là, aux États-Unis, hein, ce sont d'autres données, mais 2 tiers des jeunes femmes en 2022 expliquaient lors d'un premier rendez-vous sentimental avec une personne rencontrée via des applications de rencontre, expliquaient partager leur position géographique d'elles-mêmes instinctivement avec leurs frères, leurs sœurs ou des amis proches. Où en sont les limites? Vous avez parlé tout à l'heure d'espionnage. J'ai l'exemple d'un cadre d'une entreprise de télécom qui expliquait que, voilà, je le cite, je ne vais pas regarder en permanence, j'ai choisi une zone dans laquelle tout est normal, si ma fille sort de cette zone, je vais en être averti, mais je ne vais pas aller vérifier par moi-même. Tant qu'il ne se passe rien, je ne vais pas vérifier. En fait, la géolocalisation, c'est plutôt, dans le contexte parent-enfant, une réponse à la non-réponse, quelque part. C'est-à-dire que lorsque des exigences parentales de disponibilité des enfants, répondre à un message, un appel téléphonique, ne sont pas comblées, alors la géolocalisation apparaît comme un dernier recours. Et comment les enfants vivent le fait d'être localisés, les enfants que vous avez interrogés? Alors, encore une fois, la réception sociale de la géolocalisation est plutôt hétérogène. Chez les jeunes filles, comme j'ai pu vous l'expliquer, alors la plupart dans mon enquête, parmi les plus jeunes, je précise, ont déclaré que justement elles se sentaient rassurées, mais en même temps, vous voyez, il y a un en même temps à la fois, parce que c'est pas aussi simple. Certaines expliquent également que pour elles, géolocaliser ses enfants, c'est un échec de la parentalité, de l'exercice de la parentalité, et qu'elles-mêmes plus tard souhaiteraient ne pas le faire. Ce qui n'est encore une fois pas si simple, puisque parmi celles qui ont dit je ne le ferai pas plus tard, certaines ont dit également géolocaliser leur petite amie, par exemple. Est-ce que ça affecte aussi la communication entre parents et enfants? Parce que finalement, le parent, il est au courant de ce que son enfant fait, et il n'y a plus cette discussion de « mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Alors, ça affecte la communication au sens où, justement, ça affaiblit la parole, le discours de l'enfant. Comme je vous le disais, il y a une finalité probatoire derrière ces outils. Il est très difficile d'ajouter des éléments de contexte et de dire non, mais oui, c'est vrai, j'étais là. Alors, dans le vocabulaire des jeunes, ils disent, par exemple, je me suis fait griller, je me suis fait choper, etc., ce qui signifie que je ne suis pas à l'endroit où j'aurais dû être et quelqu'un l'a su. Peut-être à mon insu, par ailleurs. Et derrière ce constat, il y a l'idée que comme on ne peut pas vraiment se défendre, comme la défense est très peu efficace dans ce contexte, eh bien, la parole en est affectée et le discours de l'enfant vaut peut-être moins que l'image générée par le dispositif.
Eh bien, merci beaucoup Yann Brunat d'avoir été avec nous pour décrypter un petit peu cette tendance de la géolocalisation des enfants. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Musique à présent avec cet happy hour musical proposé hier soir à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il mettait à l'honneur un compositeur qui est déjà à l'affiche à la Salle Garnier, Richard Wagner. Le reportage de José Sacré et Marie-Ève Béhy. Happy Hour musical, mardi 18 février à l'auditorium Régnier 3. Au programme des œuvres de Max Bruch, Ernest Bloch et Richard Wagner. De Richard Wagner, le prélude de Tristan et Isolde a été interprété par un sextuor de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, constitué pour l'occasion. Andrei Obstachuk et Jeun Lee violon, Matthias Benzmana contrebasse, Delphine Perron violoncelle, Ruggiero Mastro Lorenzi et François Méraud alto. Le prélude, comme tout l'opéra en entier, a marqué sa trace dans l'histoire de la musique, parce que vous connaissez sans doute le fameux accord de Tristan. C'est justement l'accord qu'on peut entendre au tout début de ce prélude, et qui était à l'époque inouï. Wagner a innové au niveau de la tonalité en justement se rapprochant de la tonalité et à repousser les frontières de l'harmonie à ce moment-là dans l'histoire de la musique. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous retrouver pour faire de la musique de chambre? C'est l'occasion d'aborder de nouveaux répertoires qu'on ne fait pas à l'orchestre ou qu'on ne joue pas régulièrement en musique de chambre. Là, c'est les octuors, quintettes, sextuors. C'est un peu plus original, enfin, en tout cas moins joué que certains quatuors que l'on a l'habitude de faire. Rappelons que Laure Durin de Wagner est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo et que l'acte 2 de Tristan et Isolde de Wagner sera interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Jordan le 2 mars. Place désormais à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christine Datomel. Quelle enseigne avez-vous voulu nous faire découvrir ce soir? Oui, je vous propose aujourd'hui que l'on se retrouve avenue Hector Otto pour parler d'une petite entreprise qui a tout d'une grande. Vous avez probablement un jour fait appel à elle pour commander vos menus préférés. Voici comment est né Eat In. Eat In, c'est un projet qui est né, qui a ouvert en 2019, mais qui est né fin 2017. J'avais la volonté d'ouvrir en fait un petit restaurant à moi de burgers, et je me suis dit que ça marcherait vachement bien en livraison. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de solution de livraison à Monaco pour, on va dire, des menus qui sont un peu plus abordables que l'image qu'on a de Monaco, toujours du luxe. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en fait, si vous voulez, à l'application qu'on connaît aujourd'hui, qui a subi évidemment plein de modifications depuis, et c'est comme ça qu'est né le projet. Alors, ça fonctionne comment exactement? Alors, Eat In, en fait, c'est une application que vous pouvez télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store, où vous retrouvez plein de menus de restaurants qui sont partenaires avec Eat In. Et vous avez la possibilité de commander, comme beaucoup d'applications qu'on connaît dans le monde, pas forcément à Monaco, mais dans le monde, où on choisit ses articles, ses produits, et on paye directement sur l'application, et ensuite on est livré dans les 45 minutes, 1 heure, on va dire. Alors, vous étiez fan des burgers, aujourd'hui vous ne livrez pas que des burgers. Qu'est-ce qui marche le plus? Dans la vente à emporter, ce qui marche le plus, c'est toujours les burgers et les pizzas. Le sushi un petit peu aussi, mais on a vraiment de la demande pour tout à Monaco. Surtout, on a vraiment du menu simple, on va dire fast food, jusqu'à des options qui sont un peu plus fine dining. Combien d'employés aujourd'hui? Alors si vous voulez, ça dépend, parce qu'on a beaucoup de livreurs qui sont là pendant qu'ils étudient, on a des gens qui viennent avant la retraite pour accumuler un petit peu. Donc on va dire que tous les mois, ça tourne autour de 35-40 personnes ici chez Eat In. Vous pouvez faire appel à Eat In tous les jours de 9h30 à 22h pour vos petits déjeuners ou même dîners. Surtout, n'hésitez pas à les retrouver sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Eat In se trouve également sur Instagram. Ainsi s'achève cette édition. Dans quelques instants, la météo, puis les sorties cinéma de la semaine, suivi de tout l'art du cinéma présenté par Fabien Bonilla
et Vincent Vatrican. Les photos de fin de JT ce soir mettent en valeur le travail des photographes de la direction de la communication qui exposent actuellement leurs plus beaux clichés de l'année 2024 à la gare de Monaco. À ne manquer sous aucun prétexte. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, le soleil est enfin de retour. Les quelques nuages annoncés le matin feront place dans la journée à un grand soleil. Côté température, il fera frais le matin avec 6 degrés et ça se réchauffera au cours de l'après-midi avec 13 degrés attendus. En ce jeudi 20 février, nous fêterons les aimés. Et n'oubliez pas, en ce moment, c'est la fête du citron à Menton. Et demain soir aura lieu le premier corso nocturne sur le thème « Voyage dans les étoiles ». C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.